Écoutez, bonjour à tous. Je suis Sophie Valcourt-Fourmont, je suis doctorante à la Sorbonne Nouvelle et aussi vice-présidente de la FXR. Et Marie Valérie, qui est post-doctorante à la BNF et qui fait aussi partie du label SICA. Et on est très très heureux de vous accueillir. On a imaginé cette journée il y a à peu près un an en construisant et en bâtissant un cours en commun. Et on est particulièrement heureux aujourd'hui de constater que ce sujet qui a été imaginé il y a un an vous intéresse et vous êtes la preuve puisque vous êtes tous là ce matin et nous vous en remercions sincèrement. Donc, on remercie les services administratifs et financiers et logistiques qui nous ont encore aidés ce matin à installer le projecteur. Donc, merci à eux. Et puis, tous les bénévoles actifs de la FXR et des Métis, qui sont donc les deux associations qui sont à l'origine de l'organisation concrète de cette journée. De manière, la logistique de la journée, je fais après David. Donc, je vais donner la parole à David, président de la FXR, pour présenter justement la FXR et son rôle au sein de cette journée. Ça veut dire 5 minutes. C'est parti. Bonjour, bonjour à tous. Je fais quelques petites notes parce que je suis président. Je vous remercie d'être tous présents. Je suis particulièrement content et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc effectivement, je suis président de la FXR, une association finalement héritière de plus de 20 ans. Ah ouais, ok, encore plus fort, ça marche. Donc je suis David Naon, je suis président de la FXR et accessoirement le directeur des activités d'innovation de Dassault Systèmes, en charge des activités liées à la XR. Alors vous allez vous demander peut-être pourquoi je vous parle de Dassault Systèmes là maintenant. Et en fait, c'est pas tant pour d'ailleurs au passage les remercier de m'autoriser entre guillemets, voire même de m'encourager à sortir des bureaux et venir grenouiller dans l'écosystème. Mais c'est aussi pour vous raconter un petit peu comment les choses ont pu se passer dans le domaine de celui de mon employeur, c'est-à-dire l'industrie. L'industrie au sens manufacturière et comment tout ça a pu s'organiser il y a une vingtaine d'années dans ce que j'appellerais peut-être même un espèce de triangle d'or vertueux qui a trouvé son essor et sa naissance à travers donc la création de l'AFRV, qui était donc une association à l'époque basée sur la collaboration, la coopération, tout ce que vous voulez, entre des grands donneurs d'ordre. Donc là, c'était des fabricants de voitures, d'avions et de choses comme ça, des académiques, comme beaucoup présents ici, et des fournisseurs, donc là en l'occurrence des éditeurs de logiciels ou de matériel. Et ce qui s'est passé il y a 20 ans a prouvé que ce type de triangle est extrêmement vertueux pour faire naître et faire grandir une industrie, donc celle à l'époque de la XR, appliquée aux problématiques industrielles, la maquette numérique, la collaboration autour de cette maquette et ces choses-là. Aujourd'hui, 19 mai 2022, je suis bien hein, le président. C'est un nouveau triangle hein, qui est en train d'agir ici. Les donneurs d'ordre sont les diffuseurs, les institutions muséales et patrimoniales. Les créateurs, les fournisseurs sont des créateurs de contenu, d'expériences, etc., d'installations, de dispositifs. Et les académiques sont pour certains les mêmes. On en reconnaît quelques-uns qui déjà étaient là il y a une vingtaine d'années à construire ensemble donc, quelque chose qui émerge dans une nouvelle industrie. Mais on pourrait se demander, est-ce que c'est vraiment une nouvelle industrie ? En discutant avec Pierre Musso, entre autres, qu'on avait fait intervenir au sein de la FXR, lui, il expose une conviction qui est totalement évidente.
c'est que l'industrie, c'est projeter un imaginaire sur la société. Quand on se réunit pour créer les premières voitures, les premiers avions, c'est parce qu'en fait, on a ce rêve commun, on a cette histoire commune, on a cette culture commune et cette envie commune d'homo sapiens, hein, au sens vraiment propre du terme. Donc aujourd'hui, ces deux industries, une plutôt masculine, celle qui fabrique, une plutôt féminine, celle qui imagine, et on voit aujourd'hui l'audience, on est un petit peu dans ces deux pôles-là, mais en fait ce n'est qu'une seule industrie. Le futur se dessine, je pense, à la réunion de ces deux mondes, à la réunion de ces deux parties de cerveau, pour faire et imaginer et inventer un futur souhaitable et durable. Et on n'a pas le choix, bien sûr. Et qui d'autre que la France, l'Europe peut porter ce type de valeurs et donc dynamiser un écosystème qui milite vers la création d'imaginaires positifs qui viendront coloniser les esprits pour lutter contre la colonisation peut-être des GAFA et de leur imaginaire hollywoodien qui est vraisemblablement pas le nôtre. Nous, pays des Lumières. Donc en conclusion, je suis particulièrement heureux et fier, et vous le voyez j'espère, que ce soit avec ma casquette à FXR ou Dassault Systèmes, de voir émerger ce triangle vertueux et se consolider à travers des actions concrètes. Et bravo Sophie et Marie d'avoir constitué ce groupe de travail qui, j'espère, sera l'ébauche de plus de communautés, de plus d'activités communes, transverses autour de différentes populations. Et où la FXR sera très très contente de continuer à animer en fait ces écosystèmes, à les faire se rencontrer. On est sur le point de dévoiler, même si c'est déjà un petit peu visible, une espèce de plateforme dans laquelle différents cercles d'intérêt vont pouvoir interagir entre eux. Donc voilà, on est super content et on espère que tout ça va continuer bientôt. Merci. Et donc, je vais clôturer rapidement cette petite fin d'introduction en parlant de Métis, donc le deuxième côté de cette journée. Métis, c'est une association qui existe depuis 2017, donc une des fondatrices est ici présente. Et c'est né de l'imagination de 3 doctorantes à l'époque, maintenant toutes docteurs, qui ont été rejointes par des professionnels des musées et d'autres chercheurs pour faire ce lien entre la recherche sur les musées, la recherche sur la culture et le monde professionnel. Et maintenant, on est plein de petits professionnels et de petits chercheurs qui collaboront à plein d'événements, dont cette journée est l'un des événements principaux de l'année. Évidemment, on ne fait pas ça tous les jours. Et donc, on est absolument ravis. De manière plus logistique, donc cette matinée est composée de 2 tables rondes qui feront suite à la mise en perspective d'Alexandre Michelin, qui je vais laisser très rapidement la parole. L'après-midi, ce sont des ateliers. Vous êtes répartis en 4 ateliers auxquels vous avez pu vous inscrire. Si vous ne vous souvenez plus de quel atelier vous avez choisi, venez nous voir, nous vous le dirons. Nous avons vos noms. Si vous voulez changer d'atelier, c'est aussi possible. On ne fera pas l'appel non plus. Hein. Vous pouvez vous glisser discrètement dans un atelier que vous n'avez pas choisi initialement. En parallèle de ces ateliers et du déjeuner, vous pourrez voir 3 expériences immersives en salle 109 et 108, je crois. C'est marqué sur les portes, donc vous ne perdrez pas. Et vous pourrez, à partir du moment du déjeuner, vous inscrire. Ça peut évidemment y aller s'il n'y a personne, mais on a fait des petites fiches pour que vous puissiez sortir de vos ateliers, aller voir les œuvres, retourner dans vos ateliers et éviter qu'il y ait trop de monde simultanément sur les œuvres. Mais surtout, n'hésitez pas à aller voir parce qu'elles sont très chouettes. Je passe donc la parole à Alexandre Michelin, fondateur du KIF, qui va introduire plus généralement cette journée. Merci. Moi, je vais m'asseoir parce que le propos est important. D'abord, je voudrais vous remercier
Je pense qu'on est à un moment assez incroyable, en fait. Je l'ai vécu à titre professionnel et on l'a beaucoup partagé avec beaucoup d'entre certains qui sont ici, et en particulier avec l'AFXR. Et c'est vrai que je suis ravi de tenter de mettre un peu en perspective cette réflexion, puisqu'on l'a eu avec Sophie, avec David et avec beaucoup d'autres gens il y a maintenant plusieurs mois. C'était avant le Covid, donc on ne sait plus bien à quel moment c'était. On se retrouve, je pense, dans un moment incroyable où il y a un mot qu'on n'ose pas prononcer, qui est le mot de convergence, mais qui est quand même ce qui est en train de se passer, qui permet à des institutions culturelles, dont vous allez par exemple parler avec Roy Amit, qui lancent des projets, et on en a parlé quand il présentait la Joconde à Marseille, sur des longues périodes, 4 ans pour faire l'exposition sur la Joconde immersive, pour aboutir à ce qui est le début d'une démarche autour de la plus grande œuvre du monde, avec le plus grand musée du monde. Hein, c'est extraordinaire quand on y pense, pour l'enrichir, l'augmenter, pour faire qu'il y ait tout un public qui n'arrive même pas à la voir sur place quand il y va, parce qu'il faut faire la queue pour voir la Joconde, soit la voit en tout petit et n'arrive pas à la mettre en perspective, ou n'a pas le temps, parce qu'il y a d'autres gens qui veulent la voir. Et là, quand on va dans l'expo à Marseille, Joconde immersive, on a une chance assez extraordinaire. On ne la mesure pas nécessairement, la chance, sur le coup, parce qu'on voit des images, puis c'est quand on discute, quand on écoute et quand on approfondit qu'on se rend compte que, en fait, on vit un moment d'incroyable convergence, puisque quand on va dans cette exposition, qui est un peu, que je prends un peu comme symbole, même si elle est extraordinaire, de ce qu'on voit, il y a vraiment la convergence entre la plus grande institution, ou une des plus grandes institutions culturelles du monde, avec tout ce que ça peut dire, parce qu'il y a des conservateurs, il y a toute une organisation, une institution autour du Louvre. On voit aussi la réunion des musées nationaux, on voit quelqu'un comme Ray, que moi je connais de son passé audiovisuel, et qui importe justement, amène ce savoir-faire créatif audiovisuel, avec des technologies qui jusqu'à présent étaient soit des outils de recherche pour l'industrie ou pour d'autres manifestations, qui convergent pour créer quelque chose qui est un objet original, à mon sens, qui est une expérience en soi, autour d'une œuvre traditionnelle, et qui crée des nouvelles œuvres, qui crée des nouvelles expériences et des nouvelles conversations. Ce que j'ai trouvé vraiment formidable, moi, dans cette expo, et ce qu'on ressent chaque fois qu'on va voir une expérience immersive, c'est que ça renouvelle la conversation, ça renouvelle les sensations. Et c'est un point dont on parle tout le temps avec tous les amis de l'AFXR, c'est de se rendre compte qu'en fait, c'est pas simplement une technologie, en fait, c'est des projets. C'est des projets culturels, et que la technologie permet de magnifier. C'est pour ça que, quand moi j'ai fondé le KIF, donc cette idée de travailler autour de l'immersion, j'ai préféré faire abstraction des technologies, même si je les respecte infiniment et j'essaie de les comprendre en permanence, pour me concentrer avec tous ceux avec lesquels on travaille, dont l'AFXR, dont les producteurs, dont des talents qui sont complètement indépendants. On s'est posé la question de ce que reçoit le public, et c'est là où ça se passe. Il reçoit une expérience en réalité augmentée, en XR, en XN, bientôt avec des systèmes sensoriels, avec du son. Voilà, il y a une foule d'expériences, mais à la fin, il y a une augmentation, et il y a un nouveau dialogue, parce qu'on a ressenti quelque chose d'autre, en mettant son téléphone devant une œuvre, en étant partagé par ce qu'on ressent, et qu'on partage ça à distance. Donc derrière cette notion de dispositif immersif, il y a en fait une très grande richesse qui est à disposition de ceux qui ont des idées à partager, qui est à disposition de ceux qui ont des technologies aussi à apporter, et qui est surtout à disposition, je pense, de tous ceux qui sont ici, pour donner finalement de l'ampleur, pour amplifier les expériences culturelles qui sont au cœur des expériences des institutions muséales et patrimoniales. Et j'insiste sur la notion de patrimoine parce que je pense qu'elle est révolutionnée aussi. On pense, nous, naturellement, d'abord aux œuvres parce que c'est ce qu'on aime, les créateurs ou ceux qui les conservent ou ceux qui les mettent en valeur. Mais le patrimoine, finalement, dans un monde figital et digital, dans un monde figital, c'est en tant que tel une expérience. Hier, j'ai ri parce que j'ai vu Alexandre Bompard sur LinkedIn, qui est le patron de Carrefour, qui expliquait que pour la première fois, il était rentré dans le métaverse et que ça lui avait fait un choc, parce que d'abord, son avatar avait 20 ans de moins que lui, et puis qu'il devait vivre cette expérience pour attirer les jeunes.
Bah oui, Carrefour est une institution qui a fait visiter sur une île qui s'appelle Sandbox son métaverse. Ça veut dire que pour les autres institutions, celles qui ont une mémoire extraordinaire, les villes, les musées, toutes les autres institutions, c'est un chemin qu'on va devoir prendre. On va aussi augmenter la perception des institutions, on va augmenter la perception des villes, on va créer des dispositifs immersifs d'un genre nouveau. J'en parlais avec Philippe Bernstein, il a expérimenté au moment de la ville, pour la ville de Cannes, avec de l'intelligence artificielle, un dispositif avec des téléphones mobiles. J'ai pas tout compris de ce qu'il a fait, tu me montreras. Mais quand on se place dans une perspective qui est la nôtre, si on était une institution muséale et qu'on pouvait faire même du bâtiment en tant que tel une expérience, réussir à créer quelque chose de nouveau, quand on arrive dans le lieu, vivre quelque chose avec ceux qui sont avec nous, c'est déjà extraordinaire. Et puis quand on va plus loin, on va pouvoir le faire vivre aussi à ceux qui sont très loin. Et c'est ce que prépare par exemple la ville de Séoul, qui dit que son jumeau numérique, le jumeau numérique de la ville de Séoul, va finalement être une opportunité de faire découvrir les événements qui sont à Séoul. Pour les citoyens du service, pour les touristes, une découverte de cette ville. Et ce jumeau numérique de la ville de Séoul, je pense qu'on va le voir dans beaucoup d'autres institutions, dans beaucoup d'autres monuments. J'ai lu aussi, je n'ai pas été voir que Orlando aux États-Unis avait déclaré qu'ils étaient le centre du métaverse. Bon. Et puis quand on dit Orlando, on dit tiens, mais pourquoi Orlando? Et puis en fait, quand on a un peu été aux États-Unis, Orlando, c'est une ville centrale en Floride. C'est une ville où il y a, exactement comme le disait David tout à l'heure, énormément de technologies pour des raisons historiques, recherche spatiale, recherche militaire. C'est aussi une ville dans laquelle il y a énormément de divertissement. Hein, Orlando, c'est là où il y a Disney. Il y a aussi plein de parcs à thème. Et comme par hasard, Orlando dit qu'il est le centre du métaverse, qui va aussi faire son jumeau numérique. Et je parie que Disney est déjà sur le coup. Donc on voit que le patrimoine, si on l'entend de manière dynamique, celui dont on a hérité, et puis celui qu'on est en train de faire, il va être aussi transformé par ces dispositifs. Donc les dispositifs immersifs, ils vont nous questionner, ils vont nous interpeller. Ils nous posent aussi plein de soucis. Il ne faut pas du tout s'imaginer que ça va être facile et simple. Il y a une vraie question, et David en a parlé, de durabilité. Ces dispositifs, si on veut les maîtriser, il va falloir prendre en compte l'empreinte carbone. Il va falloir avoir conscience que ça va déclencher aussi des réactions de gens qui vont dire c'est bien, mais ça fait quoi sur le carbone? C'est bien, mais tous ces outils que vous utilisez là, ça chauffe un peu, non? Ils consomment de l'énergie, non? Il faut des outils, non, pour le faire. Donc, je ne pense pas que ce soit un handicap. Je pense qu'il faut l'intégrer. Mais il faut en avoir conscience parce que sinon, on risque d'avoir un peu de résistance à ces nouveaux dispositifs, alors qu'en fait, il faut les envisager dans ce que d'autres appellent la sobriété numérique, essayer de faire qu'on les utilise, mais qu'on ne les ajoute pas à d'autres dispositifs qui, eux, déjà, sont très générateurs de carbone. Et c'est qu'un exemple. Ça veut dire qu'on pourra réussir de toute façon cette transformation que dans la forme dont parlait tout à l'heure David, mais qui est au fond la démarche qu'on a tous, une espèce de triangulation entre des gens qui ont envie d'avoir des projets, qui regorgent d'idées, qui sont créateurs, qui sont tous ceux qu'on aime, qui sont en train de bouger, des chercheurs, des doctorants, et puis des gens qui ont la compétence technologique pour transformer ça, et des discussions, donc c'est un travail collectif, et à un moment donné, il y aura quelque chose de très important, c'est d'emmener avec nous, je dirais, les décideurs et le public. Si on fait tout ça et qu'il n'y a personne qui l'utilise, c'est un peu compliqué à vivre ensuite, même pour vous. Ensuite, ceux qui vont décider au milieu, que ce soit des politiques ou des entreprises, ont aussi leur mot à dire. Ont leur mot à dire parce que ça coûte de l'argent, parce que ce sont des ressources, mais aussi parce que ça va devenir très très important pour toutes les institutions d'avoir une présence dans ces dispositifs immersifs. C'est pas du tout par hasard que Alexandre Bompard, président de Carrefour, peut-être la deuxième société de distribution du monde, poste sur LinkedIn son première expérience du métaverse. C'est parce qu'il est sous une pression très très forte pour transformer son expérience. Parce que depuis le Covid, les gens vont de moins en moins dans les magasins et partagent leur vie entre du réel et du virtuel. Et aujourd'hui, tous les gens qui font de la distribution
y compris la distribution culturelle, sont confrontés au même problème. Entre consommer un film dans une salle ou le consommer à la maison, consommer un film ou une expérience culturelle à distance ou la consommer en physique, il faut que les dispositifs immersifs existent et ils vont demander des ressources, ils vont demander des décisions, ils vont demander des dialogues pour qu'on puisse bien les mesurer. Et donc je pense que c'est avec beaucoup de plaisir que je vais écouter les conversations. J'espère que ça sera très vivant parce qu'en fait, moi ce que je vis c'est qu'il n'y a pas de réponse, il y a beaucoup de questions et puis il y a surtout une capacité, je pense que c'est l'énorme défi de ça, c'est de travailler ensemble. C'est un des exercices, je pense, les plus difficiles dans cette histoire de dispositif immersif, c'est d'avoir la capacité de travailler ensemble et puis de déboucher et de mettre en place le dispositif et ensuite de le faire vivre en incluant les publics, comme on dit beaucoup en France, en incluant les acteurs, comme disent souvent les créateurs, ou comme disent souvent les gens qui pensent en termes de marché, les consommateurs. Alors je ne prends pas ça, je ne prends pas les acteurs à la légère, ni les publics à la légère, ni les consommateurs à la légère. On est tous un peu dans toutes les catégories. Et je pense que si on ne les inclut pas dans nos dispositifs, c'est assez simple, ils ne vont pas les utiliser. Donc il faut avoir ça en règle, travailler ensemble et penser systématiquement, je pense, avec empathie, en se mettant à la place des publics, parce que je pense que c'est très important, en comprenant la difficulté pour ceux qui décident de nous écouter ou de nous comprendre, et puis en comprenant pour ceux qui doivent utiliser que c'est pas si simple, que ça prend du temps, et que ça peut venir d'un endroit où on n'a pas venu. Je voudrais dernièrement faire une chose, regardez vos enfants, écoutez vos enfants. Regardez comment les générations qui arrivent utilisent ces outils. Et je pense qu'il y a une partie de la réponse qui est sous nos yeux. C'est vraiment une discipline. Moi, j'ai une fille qui a 10 ans et j'apprends tous les jours de son comportement avec les outils. Parce que pour elle, ce sont des évidences, alors que pour moi, c'est un langage que j'ai appris plus ou moins bien. Et puis, je ne suis pas forcément native, comme ils disent. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vais inviter les intervenants de la première table ronde à me rejoindre, Christina, Roy et Camille. Installez-vous où vous voulez. Merci. Bonjour. Switcher les slides. Ouais. Oui. D'abord, merci beaucoup d'être là, d'avoir répondu par la présentation. Merci pour tous les échanges qu'on a eu en amont de cette discussion. Je suis ravie de vous présenter, même si je vais vous laisser la parole pour vous présenter plus amplement, pour présenter vos projets, présenter vos opinions sur la question qui nous intéresse ici, c'est-à-dire la promesse des dispositifs XR et les attentes des publics dans les institutions muséales et patrimoniales. Donc l'idée ici... Ah pardon, je vais parler beaucoup plus fort. Et donc l'idée de cette discussion, il y a aussi des places sur le devant pour ceux qui veulent, voilà, mais on va faire un effort de vocalisation. Et donc l'idée de cette discussion, c'est d'échanger sur qu'attendent les publics, qu'est-ce qu'on pense qu'attendent les publics, qui est déjà un gros mot, et comment on peut chercher à répondre à ces attentes. Est-ce que ce qui est proposé aujourd'hui par les institutions, par les créateurs, par les studios, répond à un besoin de la part des publics? Est-ce que les publics n'ont même pas de besoin parce qu'ils n'envisagent même pas ce qui peut être produit, et donc l'offre va précéder la demande? C'est l'objet de cette discussion. Je vais peut-être laisser la parole à Roy et je vais passer sur
ces slides et je vais passer l'ordinateur. Comme ça, vous avez un œil sur ce qui est à l'écran. Merci. Super, merci. Je suis ravi d'être là. On n'a pas tous les jours l'occasion d'être dans un cadre un peu, je dirais, universitaire où on peut réfléchir et parler. Donc, du coup, je vais faire une présentation très rapide et simplement montrer des slides. Mais derrière, vraiment, je pense que l'intérêt, c'est qu'on va en discuter. Et deuxième remarque, il faudra que je parte quelques minutes avant la fin de la séance. Donc, je m'excuse, c'est rien à voir avec ce qu'on va dire. On sait que les gens... Bref. Et donc, très rapidement, peut-être simplement quelques mots sur la réunion des musées nationaux Grand Palais. C'est un établissement public qui est une plateforme de collaboration et qui a différents types d'activités dans les domaines de la culture, notamment production d'expositions, maison d'édition, grande photothèque, on fait des acquisitions, enfin on fait partie de la galaxie des institutions publiques sous l'égide du ministère de la Culture. Voilà quelques chiffres, c'était avant la pandémie, hein, donc 15 expositions organisées, 1,5 million de visiteurs au Grand Palais, et site internet, etc. Bref, simplement poser les décors. Grand Palais Immersif, c'est une filiale, donc d'ailleurs sa construction même fait partie, on peut dire, d'un peu des renouveaux institutionnels, dans le sens où on a décidé de créer un filiale, donc du coup droit privé, hein, qui est sous la tutelle, l'actionnaire principal qui est la RMN Grand Palais, mais qui est agi sur les terrains des boîtes privées. Et les raisons pour lesquelles on l'a fait, entrer dans les détails, c'est de dire il faudra qu'on se donne un peu des libertés de manœuvre, à la fois économiques, mais aussi procédurielles, administratives, mais aussi, bien sûr, artistiques, pour amener à bien des projets qui sont parfois un peu mal à voir les jours dans les cadres très institutionnels. Et donc, dans ce sens-là, on a créé cette filiale sur la base déjà de plusieurs types d'expérimentations. Donc, si c'était la raison un peu organisationnelle que j'ai mentionnée, c'est surtout parce qu'on a observé l'arrivée de ces nouveaux typologies, donc des formats qu'on peut dire immersifs, et pour lesquels on s'est dit une institution comme la nôtre devrait saisir cette opportunité et expérimenter qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire pour nos propres actions, notamment production des expositions, pour remplir nos missions, tout simplement de partager le public, avec le public, avec le plus grand nombre, l'art, la culture, et revenir à notre mission principale. Et dans ce sens, on a fait plusieurs proof of concept. Hein. Cette évolution fait partie aussi de l'évolution technologique. C'est qu'on fait aujourd'hui, on ne pouvait pas les faire il y a 5-6 ans. Hein. Donc ces évolutions technologiques aujourd'hui nous permettent de réaliser à la fois ce qu'on pourrait imaginer d'une part, mais aussi donc des coûts et donc des maîtrises économiques plus claires. Et on n'est plus dans l'expérimental. Hein. Et donc du coup, même si je vais dire, chaque projet est une expérimentation, hein, chaque projet, en tout cas chaque projet est un prototype. Néanmoins, les cadres, elle est plus stable. Et donc, donc, on a fait une première, c'est quoi faire, un proof of concept de cette typologie-là avec Pompéi il y a des ans. On a commencé même avant, je dirais encore pas, je ne vais pas faire l'historique, mais c'est cet désir d'expérimenter, de voir ce que la technologie nous permet de faire pour, encore une fois, accomplir nos missions. Et ça fait bien avec quoi de ce que dit Alexandre. La technologie n'est pas
pas un but en soi. La technologie et l'innovation sont toujours en service de ce qu'on voudrait faire. Mais là, donc on arrivait à 2020 avec la possibilité de créer une exposition immersive autour de Pompéi, qui malgré la Covid a pu réunir pas mal de monde et de proposer une expérimentation, du coup à taille réelle, dans une économie réelle, pour le public. Je veux dire peut-être un mot sur la manière dont on choisit nos projets, qui sont toujours sur des sujets, on peut dire, majeurs de l'histoire de l'art et des patrimoines. Si on a vraiment à cœur de toucher de large public, à la fois en France et à l'international, mais toujours avec un axe, un biais contemporain. Toujours qu'on choisit nos projets, la manière dont on les expose, c'est jamais tout à fait noble de raconter un chapitre de l'histoire, enfin l'histoire de l'art, mais quand on les fait, il y a toujours une raison, il y a toujours une nécessité contemporaine de le faire. Pompéi, c'est parce qu'en fait, il y avait des nouvelles révélations par rapport à ces sites. Hein. L'exposition fait suite à 3 ans de nouvelles excavations qui ont été faites sur les sites. On a, par exemple, trouvé que la date dont on a pensé à l'irruption, c'était une mauvaise date. Hein. Il y avait tout un nouvel chapitre des données scientifiques qu'on a voulu partager à cette occasion. Et puis donc l'exposition qui a suivi et qui s'est ouverte donc à l'occasion à Marseille en mars dernier, dédiée à la Joconde. 2 mots là-dessus, la Joconde, comme a été dit, c'est l'œuvre la plus connue au monde, mais les moins vues, enfin les moins regardées. Il y a 10 000 personnes par jour dans le meilleur jour, mais qui passent 3 secondes devant et prennent une photo et qui ne les regardent pas. Et la question qu'on a posée, et c'est vraiment l'axe contemporain, au-delà du fait qu'elle ne peut pas bouger, et si on voulait partager une expérience, il faudra imaginer d'autres choses, c'est de dire comment c'est possible, enfin, pourquoi c'est devenu une icône, et qu'est-ce que ça veut dire dans notre société d'image d'être les tableaux les plus connus au monde. On dit, la Joconde, c'est les hashtags dans le domaine de l'art les plus partagés. Hein, c'est les tableaux les plus observés sur Instagram et TikTok. Donc on voulait voir pourquoi. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi la fabrique, la fabrique des icônes dans ces domaines? Donc bien évidemment, c'est une occasion de partager beaucoup d'informations. Alors, j'ai un film, c'est ça? Oui. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'y aller, c'est ça là? C'est la simulation PDF, donc il n'y a pas de... J'avais pas vu cette information. Ça marche? Ça marche? Non? Et par contre, je peux remettre le PowerPoint. Oui, enfin, je sais pas, je peux vous laisser après regarder, comme ça vous verrez. C'est un fil pour vous montrer comment le public interagir dans le cas de cette expo. Et je veux dire un mot que notre interprétation de ce qu'elle veut dire immersion, ou une exposition immersive, on donne nos propres définitions. Hein. Enfin, aujourd'hui, on peut trouver d'autres exemples, et chacun, fait un autre type de proposition. La manière dont nous, on les définit, c'est pas simple. C'est une immersion. Donc, on est dans un environnement qui est... on est entouré par des images et des sons qui véhiculent. La plupart des temps qu'on est dans ce type d'images, on est dans un environnement sensible, sensoriel, et c'est l'endroit où on véhicule des émotions. Par contre, nous, on y ajoute de manière très importante aussi, au-delà de l'immersion, aussi des narrations. Enfin, on raconte des choses. Quand je dis pourquoi la Joconde, on essaie par quelques chapitres pourquoi ces tableaux. Et donc, du coup, on remonte à des histoires d'art, histoire des sociétés, pourquoi on y arrive là, et on ajoute une partie très importante pour nous dans ce type d'espace, c'est l'interaction qu'on ne le veut pas, pourrait exister aussi hors, en tout cas en ce qui nous concerne, hors les casques verts, dans un environnement in situ, dans un monde de projection. On ajoute une partie importante d'interaction dans la manière où on veut que le public s'engage activement avec le contenu. Donc c'est ces 3 éléments qui créent
l'expérience que nous, on voudrait faire. Et bon, vous voyez là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a à la fois donc dans cette exposition des propositions plus sensorielles, plus ludiques ou plus, on peut dire, éducatifs, hein, qui répondent à ces missions. Comme on est donc déjà en exploitation depuis 2 mois, je pourrais partager avec vous, parce qu'on a des retours des visiteurs, et c'est un des choses qu'on fait de manière systématique, c'est de faire donc des études de public, donc pas simplement des études statistiques, de voir combien de gens ont acheté des billets, combien de gens sont venus, mais aussi donc des études qualitatifs, avec donc des questionnaires en ligne, des questionnaires sur place, hein, parce que pour nous, il est très important de savoir ce que les gens pensent, comment ils perçoivent les choses. On est dans un domaine où on a une politique d'offre, hein, on fait une action pour offrir des contenus, mais on les fait ça pour que ces offres-là rencontrent donc le public. Et donc, les études on montre qu'il y a une très haute satisfaction de là. L'expo est vraiment perçue comme une exposition familiale, hein, pour que les gens viennent. Cette exposition-là, enfin plutôt en famille, un lieu de transmission, hein, donc où on pourrait à la fois partager différents types de générations dans le même espace. Et donc on était rassuré qu'on ne s'est pas trompé beaucoup. Un truc, par contre, partage avec vous dans ces cas-là, c'est sur lequel on est trompé, parce que du coup on est à Marseille, on a des critiques sur le prix des billets, hein, qui est perçu comme cher par rapport à l'offre culturelle. Ça ouvre un autre débat, qui est un débat économique, qu'on pourrait le faire dans un autre moment, hein. On a positionné le prix à 14,50 €, hein. C'est un peu moins qu'à Paris, mais qui est considéré à Marseille d'être trop cher. Et comme on souhaite que cette offre soit vraiment en adéquation, on a décidé d'ajuster cette grille tarifaire, même en cours de route, pour que cette exposition soit amplement appréciée par le public auquel elle est destinée. Donc ça, c'était Joconde. Et en quelques mots, la nouvelle exposition qu'on s'apprête à ouvrir à la rentrée du coup, à Paris, dans un lieu qui va être dédié à ça pour les prochaines années. Le temps d'un palais fermé aux travaux, vous le savez, on s'installe dans un lieu permanent à l'Opéra Bastille, dans l'aile sud, avec un espace dédié à ce type des expériences. Encore une fois, comme je dis, chaque exposition est un prototype. Chaque exposition est une autre proposition. Et vous voyez, bien évidemment, c'est ça, c'est quelques images de synthèse. Mais cette exposition-là, par exemple, on a créé une jument numérique de Venise avec nos coproducteurs qui sont la Fondation du Musée de la Ville de Venise et Iconem, qui est une société de technologie culturelle de très grande valeur avec lesquelles on coproduit cette exposition. Et en fait, cette exposition est construite 100% avec des images jamais vues. Ce sont des représentations de la ville, mais elle est issue des modèles 3D de la ville, à la fois intérieur et extérieur, ce qui va ouvrir un champ visuel nouveau par rapport à la représentation qu'on peut faire du patrimoine. Voilà quelques images. Là, vous voyez, on peut avoir les images que vous voyez. Là, ce sont des images réelles. Hein. C'est pas des modélisations. Hein. C'est des images réelles, mais qui sont traitées numériquement.
et qui vont nous permettre de renouveler hein, la représentation qu'on peut faire de Venise. Je voudrais parler aussi d'un deuxième projet qu'on fait au-delà donc des grands palais immersifs, des palais augmentés, qui est un festival qu'on a lancé l'année dernière et dédié à la création en réalité augmentée. On l'a fait ça, je dirais pas sur un coup de tête, mais à un moment donné, sur un contexte à la fois des pandémies où on ne peut pas se réunir, on ne peut pas se grouper, d'une part, et d'autre part, une maturité technologique et un désir créatif hein, qui s'est rencontré. On s'est dit, bon, on a un espace quand même de 10 000 mètres carrés vide. Cette vide est un potentiel, et ce potentiel, on va l'offrir aux artistes pour des créations en réalité augmentée. Donc on a, on dit ouais, ça ne va pas marcher non plus. Hein. Bon, c'est pas grave. Vous allez aller voir, c'est les images de l'année dernière, et on se prête à ouvrir. Les mois prochains, la nouvelle édition de ces festivals avec de nouvelles œuvres, avec des super artistes, Guro Fong, Ito Yoda, Julien Crozet, donc vraiment des artistes qui explorent cette nouvelle manière de s'exprimer, de créer. Et à cette occasion, comme on l'a vu, l'engouement du public et je dirais même la facilité hein, de l'appropriation. On a décidé que cette année, on va augmenter encore cette expérience au-delà des œuvres inédites qui vont être présentées. Et là, vous voyez simplement quelques images, encore une fois, d'illustrations. On va augmenter cette expérience avec des labs hein, qui vont chacune proposer un peu un état des lieux en instant T de l'innovation par rapport à ces nouvelles typologies de perception qu'on pourrait avoir. Donc, on aura des expériences en réalité virtuelle, bien en réalité augmentée et avec des grands écrans tactiles. Voilà un peu c'est ce que j'ai eu à dire. J'espère qu'elle n'est pas trop longue. Merci beaucoup. En tout cas, on va pouvoir commencer les questions avec plein de choses qui me sont déjà venues à l'esprit en vous écoutant. Je propose d'écouter par la suite donc, Christina Balduescu de l'Université de Poitiers avec un... C'est bon, c'est... Ok, bien. Qui vient très gentiment de loin nous présenter ses travaux. Donc merci, bonjour à tous. Donc merci tout d'abord à Sophie et à Marie pour leur invitation. Alors moi je viens plutôt en tant que chercheuse universitaire qui depuis 15 ans maintenant je travaille sur la question des musées, de la médiation muséale et de l'expérience dans les musées. Donc ça va forcément venir enrichir votre pratique professionnelle. Alors très rapidement, donc voilà, en introduction, quelques mots sur mon parcours et puis mon intérêt sur ce sujet lié à l'expérience muséale. Alors, j'ai commencé tout d'abord par une thèse de doctorat que j'ai soutenue il y a quelques temps maintenant, un partenariat avec, qui a été développé en partenariat avec le Musée international de la parfumerie à Grasse, thèse qui questionnait la médiation, la communication du sensible et du sensoriel dans un
un espace culturel. Et donc, c'était une thèse qui s'inscrivait aussi dans la recherche-action. Donc, l'objet de ma thèse, c'était justement d'accompagner ce musée pendant 4 ans dans son projet d'extension à la fois muséographique et expographique, avec cette question centrale, comment on peut communiquer le sensible dans un espace culturel. Et donc, bien évidemment, ça rejoint plein de problématiques. Donc, voilà, sur le plan épistémologique, j'ai travaillé sur 2 concepts fondamentaux que vous avez évoqués aussi, que j'ai entendu à plusieurs reprises. Donc, c'est celui de la médiation culturelle, que j'ai essayé à la fois de modéliser comme un concept dans le champ de ma discipline, parce que moi, je viens des sciences de l'information et de la communication, mais aussi comme pratique culturelle qui est liée justement à d'autres pratiques préexistantes, comme le développement culturel, l'action culturelle et autres. Et donc, j'ai notamment travaillé dans cette thèse sur la notion de l'expérience muséale à travers plusieurs concepts qui étaient vraiment développés dans ce travail et qui ont été repris par la suite, notamment la préfiguration du sens, donc c'était la poétique ou l'herméneutique de Paul Ricoeur, où là, justement, ce que vous avez dit tout à l'heure, ça renvoie à la réflexion, à la manière dont justement on conduit un projet muséal pour créer des affaires, comment les affordances ou comment on anticipe justement, on préfigure le sens d'une visite, on anticipe les attentes d'un public dans un espace muséal. J'ai bien évidemment travaillé sur la question de l'immersion et notamment de la médiation sensorielle, voire polysensorielle, puisque les dispositifs sur lesquels je travaillais à l'époque, ça s'inscrivait plutôt dans une démarche polysensorielle. Donc voilà, forte de ce premier travail doctoral, j'ai continuer à travailler sur cette question de la valorisation du patrimoine par le prisme expérientiel, donc pour situer la question de la signification et des formes de co-construction de sens, à la fois comme pan heuristique, mais aussi terrain dialogique, autour de la question du patrimoine. Alors, à partir de cette thèse, je me suis toujours intéressée à la question de l'expérience, mais avec des entrées un peu différentes. Donc voilà, c'est tout le travail, c'est tout l'intérêt d'une thèse, et de le faire évoluer sur d'autres champs disciplinaires. Donc, je me suis intéressée notamment au concept d'expérience muséale dans une perspective pluridisciplinaire. Alors, quand je dis pluridisciplinaire, donc j'ai tout d'abord travaillé sur la phénoménologie de Merleau-Ponty en travaillant sur le concept d'expérience comme forme modale, c'est-à-dire la dimension incarnée de l'expérience et ce qu'on appelle la production d'un nouvel état de conscience. Donc les philosophes parlent de épocher de ce concept. Donc l'expérience, l'immersion dans un musée, c'est vraiment un sas de séparation, une coupure avec le quotidien et vraiment l'immersion dans un espace, dans un monde nouveau. C'est ce concept de réenchantement. Voilà, cet effet waouh quand on rentre dans une immersion, dans une exposition immersive, et je vais l'illustrer après à travers des projets sur lesquels on a travaillé. Ensuite, je me suis également intéressée à l'expérience muséale comme forme performative, mais cette fois-ci modalisée. Donc, ce ne sont pas que des termes, c'est derrière, voilà. C'est tous les travaux, là, ça rejoint le marketing muséal, pour le coup, et c'est tous les travaux de Claire Auderer, Marc Filzer, voilà. Où ce qui m'intéresse, et ça revient beaucoup dans mes travaux, notamment sur la réception, où on va s'intéresser au vécu personnel de l'expérience et surtout à la transformation de l'individu par l'expérience. Donc voilà, dans les études de réception, justement, c'est une question, l'approche émotionnelle de l'expérience, c'est une question qu'on a pu justement étudier. Donc voilà, cette dimension de cette expérience muséale, l'immersion dans un dispositif, elle vous transforme. Non seulement elle forme, mais elle transforme. Donc vous apprenez quelque chose, mais au-delà de ça, il y a un apport émotionnel qui est intéressant à étudier. Et donc, bien évidemment, la modélisation des dispositifs de médiation muséale, en activant des ressorts souvent existentiels, parce que l'expérience et l'existence vont ensemble, comme la recherche d'authenticité ou encore le réenchantement. Et donc, j'ai également travaillé sur ce caractère
multimodale de l'expérience. Comme vous avez dit, on a du visuel, du verbal, du sonore, voilà, et sa valeur systémique. Et donc, tout ceci pour justement recentrer le débat. En fait, c'était le cœur de mes travaux après la thèse, qui porte sur l'expérience comme co-construction de sens, donc forme modalisée. D'accord. Alors, et j'ai travaillé en fait sur l'herméneutique de Paul Ricoeur, où j'ai expliqué que pour travailler sur ce concept, il faut à la fois justement envisager la construction du récit à partir de 4 moments que sont la préfiguration. Donc là, on est vraiment sur la question de l'affordance, comment ces dispositifs, on les anticipe, comment dans la construction de ces dispositifs, on anticipe les attentes des publics. La figuration, c'est-à-dire que souvent ces dispositifs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comportent à la fois du narratif et de l'émotionnel, et donc comment dans un dispositif numérique on essaye de conjuguer toutes ces dimensions-là. Il y a une dimension interactionnelle qui est importante aussi. La configuration, donc c'est ce moment de rencontre entre un public et le dispositif muséal numérique, et finalement la réfiguration, c'est vraiment le souvenir de l'expérience, la restitution de l'expérience. On ne peut pas la communiquer, l'expérience en elle-même. On peut soit travailler sur les conditions de production de l'expérience, donc c'est le concept de préfiguration, ou on peut travailler sur cette question de la réfiguration, c'est-à-dire le souvenir de l'expérience, la restitution qu'un public peut faire. Donc, des moments agréables, désagréables de cette expérience qui sont forcément liés à ces expériences passées. Donc voilà, ce sont tous les travaux de Marielle Massé. Donc pour faire très court, en sémiotique, c'est l'expérience comme forme de vie. Donc c'est-à-dire, elle est forcément l'expérience subjective, individuelle et liée aux expériences préexistantes. Donc voilà, très très rapidement sur le cadre théorique, et donc à partir de cette notion, à partir de ce concept de l'expérience, j'ai pu travailler avec mon équipe de recherche. Donc il y a Charles-Alexandre de Lestage qui est ici dans la salle, et puis Inès de la Ville qui est professeure d'université. Donc nous avons été lauréats de deux appels à projets de type CPER FEDER, donc depuis 2015, et nous avons pu travailler sur la question des industries culturelles créatives numériques, mais plutôt situées en Nouvelle-Aquitaine, puisque moi je suis chercheuse à l'université de Poitiers et en poste plus exactement à Angoulême. Et dans le cadre de ce programme de recherche qui nous occupe beaucoup depuis 2015, de ces deux programmes qui se sont succédés d'ailleurs, moi j'ai eu la co-responsabilité avec Inès de la Ville du projet Musée 3.0, visite familiale interactive. Donc je me suis toujours intéressée à cette question de l'expérience, voilà, mais avec une focale, avec un intérêt sur un sujet bien particulier qui porte sur la visite familiale interactive. Pourquoi on s'est intéressé à ce public et à ce type de visite muséale? Parce que d'un côté, par intérêt bien évidemment, par affinité pour la question, puisque moi-même, j'ai travaillé pendant longtemps sur la médiation culturelle et l'expérience, et Inès de la Ville, c'est une spécialiste du marketing enfant. Donc voilà, c'est aussi des rencontres heureuses qui font qu'on arrive à produire des choses intéressantes ensemble. Mais on a constaté en 2015 qu'il y avait d'un côté une pauvreté dans la littérature scientifique sur ce sujet-là. Donc autant il y avait une richesse notamment dans les sciences sociales, sur la question des publics, autant qui portait soit sur le public enfant, soit sur le public adulte, mais finalement sur l'expérience muséale destinée à la diade par enfant, il y avait finalement, à part les travaux de Anne Jonchery et de Sophie Biraud, il y avait peu de choses dans la littérature scientifique. Et de l'autre côté, dans les institutions muséales, c'est avec lesquelles on a eu l'occasion de travailler, on a constaté qu'effectivement, le numérique faisait son apparition dans les musées. À l'époque, c'était beaucoup les tablettes, mais finalement, on voyait bien qu'il y avait souvent des dispositifs numériques destinés aux adultes, aux enfants, scolaires,
sur les scolaires, c'était assez poussé aussi. Mais la visite conjointe, elle était il y avait peu de dispositifs qui réfléchissaient à cette question-là ou par rapport à ce public-là en particulier. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a commencé par construire notre modèle épistémique, donc savoir ce qu'on souhaite faire dans la recherche. Et après, on s'est rapproché de différents musées du territoire. C'était notamment à Angoulême, à Bordeaux, sur le territoire Nouvelle-Aquitaine, on va dire. Et donc, notre cadre épistémologique portait sur la notion de médiation conjointe. Et on a dit, dans la visite familiale interactive, la médiation, finalement, on peut avoir trois types de médiation. Tout d'abord, une médiation muséale, donc dite de production, si on prend un petit peu la terminologie ou les travaux de Daniel Jacobi, qui correspond en quelque sorte au discours muséal et à la trame narrative que les concepteurs de l'exposition veulent mettre en avant, ce que vous avez expliqué tout à l'heure, et qui a une fonction d'opérativité symbolique, c'est-à-dire ça renvoie à la fois à l'efficacité de l'exposition, mais aussi à la nature de la relation entre le dispositif muséal et le public. Mais la médiation, elle est aussi parentale, donc dans le sens où on est dans le parent, il endosse, on va dire en quelque sorte, le rôle de médiateur culturel de tierces personnes, donc au sens donné par Jean Cohn ou par Elisabeth Caillé. Et donc, il est là justement pour aider l'enfant à comprendre, à faire ensemble la visite et à comprendre. Donc, il met l'enfant en quelque sorte dans une forme d'autonomie relationnelle, c'est-à-dire qu'il ne fait pas les choses à sa place, mais il va l'aider, il va lui donner les clés de compréhension d'un dispositif muséal. Et donc, la médiation, elle est aussi numérique parce qu'elle vient en appui à la fois à la médiation muséale et parentale. Et par ce biais, l'enfant, il retrouve en fait ses pratiques culturelles habituelles, des usages numériques. Et donc, dans nos travaux, on a expliqué finalement que ce modèle des médiations conjointes, la médiation muséale comme expérience performative, puisqu'on est resté toujours sur la question de l'expérience, elle a finalement un double objectif. Le premier, il est cognitif, donc on est venu au musée, on a expérimenté un dispositif interactif et on a appris quelque chose, mais la visite muséale, elle a aussi l'objectif performatif de faire famille, c'est-à-dire de créer des liens. Non seulement on a appris quelque chose ensemble, mais on a pris plaisir justement de faire cette activité-là ensemble. Donc voilà un petit peu très très rapidement sur le cadre épistémologique qui a occupé mes travaux après la thèse. Donc voilà, après sur les projets développés, je pense que c'est plus au fil des questions que je vais les présenter. Voilà. Et pour finir, Camille Lopato. Merci. Merci beaucoup, c'est absolument passionnant. Moi, je vais être beaucoup plus brève et beaucoup plus simple dans notre approche. Nous, on vient donc Diversion Cinéma pour présenter rapidement la société. Diversion Cinéma, c'est une société qui a d'abord été une société événementielle et qui existe depuis 2016 et qui très rapidement en 2018 a ouvert son département de distribution. Donc il s'agit pour nous de faire l'acquisition et la promotion d'œuvres immersives, principalement VR mais pas seulement, donc principalement en réalité virtuelle mais pas seulement, d'en organiser la promotion et d'en organiser la commercialisation à la fois dans des lieux physiques, notamment donc des musées, mais aussi sur des plateformes en ligne. Aujourd'hui, donc on a beaucoup réfléchi nous à la façon de faire exister, et c'était un petit peu ça notre mantra. L'évangélisation en fait, donc à partir de 2016, quand on se lance dans la réalité virtuelle, il n'y a pas grand chose qui existe, mais ce qu'on se dit et ce qui nous a animé, ce qui continue de nous animer, c'est que c'est le fameux effet waouh qui fonctionne à plein et qui permet de communiquer à la fois un discours et des émotions à un public qu'on trouve trop étroit et qu'on aimerait élargir au maximum. Et donc à travers cette volonté-là, on a ouvert un premier cinéma de réalité virtuelle, donc ça je vous parle d'il y a 7 ans maintenant, un premier cinéma de réalité virtuelle qui a accueilli le public, qui était tout à fait
petit mais chouette, familial. Et puis à partir de là, donc on a créé donc toute la suite de ce qui a été Diversion Cinéma, et notamment notre relation avec les festivals internationaux avec qui on a pu déployer et faire grandir la présentation d'œuvres VR à travers le monde. Là où je veux en venir, c'est que donc ce qui nous a toujours agité, ce qui nous a toujours fait avancer, c'est l'idée de, à nouveau, de démocratiser, de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui aient accès à la réalité virtuelle. On a été très souvent un peu embarrassés par la difficulté technologique et la difficulté de médiation justement par rapport au public pour faire comprendre, pour effacer en fait la frontière et la friction entre un spectateur, une spectatrice qui n'a pas l'habitude de fréquenter la réalité virtuelle et l'œuvre qui est présentée. Et donc notre idée à nous, c'était de faire en sorte, enfin en tout cas notre volonté, c'était de faire en sorte d'effacer justement cette friction. Et ça, on l'a beaucoup fait tout d'abord en étant présent. Donc tout simplement avec des techniciens et des médiateurs qui font en sorte que ça fonctionne pour le spectateur. Le problème de ça, c'est que ça coûte cher, parce qu'avoir un médiateur devant avec chaque spectateur, c'est un petit peu onéreux, bien que ce soit extrêmement efficace et que c'est finalement évidemment la médiation la plus efficace qui puisse exister. Et donc on a mis en place, on a essayé de développer des solutions qui permettent de toujours avoir un médiateur, mais que ce médiateur ne soit pas nécessairement un médiateur technicien. Et finalement la technologie gagne de plus en plus en autonomie, et que cette friction s'efface grâce notamment à la fois au device, à l'appareil, qui, comme on l'a dit précédemment, qui évolue au cours du temps et qui se simplifie et qui devient plus robuste, mais aussi grâce à un apport logiciel qui permet de simplifier les choses. Et donc, on a abouti donc à plusieurs choses, mais notamment, et c'est ça que je voulais vous présenter aujourd'hui et que vous aurez la possibilité de tester cet après-midi, puisque mon collègue Mathieu Villemont sera là pour vous présenter donc cette fameuse mallette Vroom. Donc l'idée, c'était de simplifier au maximum. Donc comme vous voyez, les étapes pour pouvoir rentrer dans la réalité virtuelle sont assez simples, puisqu'il y en a 3. Donc il s'agit d'ouvrir la mallette, d'allumer le masque, de brancher le casque audio, et ensuite c'est parti. Il suffit de regarder dans le masque pour que l'expérience commence. Donc on a développé une mallette, mais en 2 versions, la version 2 masques et la version 5 masques. Ce développement, cette réflexion, pourquoi une mallette, pourquoi 2 masques, pourquoi 5 masques, pourquoi simplifier au maximum le logiciel, etc., nous vient aussi d'une première station que nous avions déployée jusqu'en début 2020, qui s'appelait Victor Roméo, notamment dans le cadre des Microfolies, qui est un projet qui est soutenu par le ministère de la Culture en partenariat avec la Villette et Arte, et la RNM. Mais enfin, en ce qui nous concerne, c'est la Villette et Arte pour la partie VR. Et donc, à partir de là, on a fait quand même beaucoup d'enquêtes auprès des Microfolies pour savoir ce qui était gênant, ce qui était encore gênant après sur Victor Roméo. Et donc, on est arrivé à quelque chose qui est beaucoup plus modulable, transportable, et une fois de plus simplifié en termes d'utilisation, de façon à ce que n'importe quel médiateur puisse parler des œuvres sans avoir une nécessité de connaissance de la technologie. Aujourd'hui, donc, Vroom permet, comme je le disais en introduction, on est aussi distributeur de films, donc vous pouvez nous demander des films, ou bien, si vous êtes une institution et que vous avez vous-même des films à vous, bien sûr, le logiciel permet de les intégrer de façon à ce que vous puissiez les présenter à votre public.
Voilà, et donc comme je le disais, Mathieu sera là tout à l'heure pour vous montrer le fonctionnement de cette manette simple et magique, et qui, je l'espère, trouvera sa place, enfin en tout cas c'est ce qu'on essaye de mettre en place, et l'effort qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, trouvera sa place à la fois dans les institutions culturelles, mais aussi dans les médiathèques, qui sont aujourd'hui pour nous un grand sujet, et qui espérons-le, pourront donc s'équiper et présenter des films 360 et des œuvres 360 en tant que telles. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Pardon. Ouais. Ceci dit, vous allez peut-être vouloir récupérer le slide et puis merci beaucoup pour ces 3 présentations absolument passionnantes de l'ensemble de vos projets actuels ou de vos recherches. Donc on a clairement le public est au cœur de l'ensemble de vos réflexions, comment leur faciliter l'accès, comment ne pas avoir de friction, cette fameuse friction entre l'œuvre et le public, les publics, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient moins jeunes et moins familiers avec la technologie, plus jeunes mais potentiellement moins aptes. Enfin, par exemple, la VR, c'est un grand questionnement. Les enfants, c'est problématique potentiellement. Et donc il y a tous ces questionnements-là. Mais donc cette œuvre, peut-être partons de là, comment on l'a choisie, pour quel public. Alors Roy, vous avez un peu évoqué cette question de l'œuvre, c'est des sujets importants, c'est des œuvres majeures que vous présentez à la RMN via ces expositions immersives. Comment on l'a choisie et comment peut-être on la met en valeur au sein d'un patrimoine français qui est conservé par la RMN, qui est quand même immense, et peut-être Christina et Camille auront aussi des choses à dire sur le sujet. Oui, non, mais je pense qu'il y a des exemples très différents types d'œuvres. Hein. Enfin, là, les expositions, en effet, mais comme sujet principal à une œuvre, c'est le cas de la Joconde, mais question donc de patrimoine, un courant artistique, enfin, c'est des sujets qu'on estime ont une sorte donc des présences dans l'esprit collectif, mais comme je disais, on ne le fait jamais simplement pour en parler. Il faut toujours, ça c'est vraiment fait partie de nos conditions, c'est qu'il y a une nécessité contemporaine pour en parler. Hein, dire pourquoi ça. Après, c'est très noble de parler, d'investiguer, de faire des recherches sur des sujets historiques, sujet de l'art de manière générale. C'est pas ça, c'est que nous on voudrait faire. Donc on présente ces sujets qui sont des sujets majeurs avec cet regard et nécessité contemporaine, et on le fait aussi, il faut dire la vérité, parce que on essaye de fédérer un public large. Donc pour pouvoir fédérer un public large, que ce soit encore une fois en France et à l'international, il faudra que ce sont des sujets qui ont une certaine, je dirais, présence. Un des projets qui est très cher à mon cœur, qu'on n'a pas pu le faire, enfin on a prototypé, mais on ne l'a pas fait, c'est sur les land art, par exemple. C'est un super sujet, j'adore les land art, mais c'est un sujet encore un peu trop niche pour qu'on puisse les créer dans ce type de dispositifs. Peut-être un jour on le fera, mais je donne ça par rapport à votre question de choix. Par contre, quand on fait un festival comme Palais Augmenté, alors là, du coup, on est dans une démarche donc des commandes, donc des commandes auprès des artistes contemporaines pour lesquels on passe une commande de créer des œuvres spécifiquement conçues à l'occasion. Après, ces œuvres-là vont continuer à exister, à voyager, etc. Enfin, un truc intéressant par rapport à un autre point de vue par rapport à ces œuvres en réalité augmentée, qui aujourd'hui
on les voit comme, presque comme une expression populaire, hein, enfin populaire. Dès qu'on sait manier quelques outils, aujourd'hui, on crée nos filtres, on crée nos créations en réalité augmentée, on les publie sur Instagram et TikTok. Donc, je dirais, c'est comme ce qui se passe aujourd'hui avec la réalité augmentée, c'est ce qui s'est passé avec la vidéo il y a quelques années. L'accès à la production et à la création est beaucoup plus démocratique. Donc, tout le monde va le faire. Notre axe par rapport à notre filiale, c'est qu'on travaille avec des artistes hein, qui ont une démarche construite volontaire par rapport à ça, et on présente les œuvres dans l'espace. Donc en fait, ce n'est pas des œuvres où on pourrait voir, où on peut voir ailleurs, où on veut, hein, parce qu'on a un téléphone, mais notre approche, c'est de dire ces œuvres-là sont dans l'espace, hein, même s'ils sont accessibles qu'à travers un écran. Ces œuvres-là sont posées dans un espace, et cet espace-là, c'est l'espace de l'exposition, crée des relations. En fait, cet espace-là, il y a une présence de l'œuvre, et cette présence de l'œuvre, quand on les voit à travers un écran, crée des relations avec le public. Donc c'est ça un peu les différentes parties. Christina, peut-être oui, pour compléter, alors le choix de l'œuvre, effectivement, je pense que le point d'entrée, c'est toujours par rapport à une œuvre connue ou un fait historique marquant. Donc j'avais sur mes planches, par exemple, l'exemple d'une exposition temporaire qui a été exposée, c'est l'artiste Liombo, qui est un artiste qui fait de l'origami, donc des sculptures en papier, et donc c'est un artiste qui est très connu plus aux États-Unis qu'en France. Et donc, cette exposition a accueilli plusieurs statues en papier qu'on pouvait démultiplier au musée de papier d'Angoulême. Et l'œuvre phare, en fait, l'entrée, c'était par le buste de François Ier, parce que pour le public angoumoisant, parce que c'était quand même le public principal, voilà, c'était un personnage historique lié à la ville d'Angoulême. Donc voilà, ça peut être l'entrée, ça peut être par une œuvre connue et peut-être une affinité du public concerné ou visé par rapport à ce choix. Après, le choix peut se faire aussi par rapport à un fait historique important. Là, je pense à l'exemple de Paléosite, où vous pouvez, c'est à Saint-Césaire en Charente-Maritime, vous pouvez faire une expérimentation en verre autour justement du Paléolithique. Donc c'était une expérimentation qui est assez intéressante. Et là, on part d'un fait historique marquant, parce que dans cette région-là de la France, hein, c'est en Charente-Maritime, on a découvert la première femme néandertalienne en France. Et donc, voilà, on part de ce fait historique pour justement créer une histoire qui finalement plaît au public concerné. Après, pour les projets sur lesquels j'ai travaillé, non pas le choix de l'œuvre, mais le choix plutôt du numérique peut aussi s'expliquer par des contraintes du musée. Par exemple, là, vous avez l'exemple du musée du papier d'Angoulême, qui est un tout petit musée, mais qui fait plein de choses, qui est extrêmement dynamique. Et en fait, les locaux qui accueillent ce musée, c'est les anciennes usines Bardou-le-Nil. Et donc, ce musée, il est positionné sous la Charente à l'époque, donc cette manufacture de papier pour bénéficier de la force motrice de la Charente. Et donc, les conditions en fait de conservation de ce musée, à la fois l'espace exigu, l'humidité, etc., ne permettent pas vraiment l'exposition des œuvres, alors qu'il a une collection impressionnante d'affiches publicitaires qui étaient créées à Angoulême dans ces manufactures à papier, d'étiquettes de camembert avec lesquelles on a fait des choses extraordinaires, notamment Charles Alexandre qui est ici. Et donc, le choix du numérique s'imposait parce que c'était une façon de donner à voir des collections que le musée ne pouvait pas exposer actuellement. Et donc, ce qui nous a permis de mettre en place un certain nombre de dispositifs numériques avec ce musée. Et donc, j'ai aussi l'exemple du musée de la bande dessinée, avec lequel nous avons travaillé également sur des missions plutôt d'audit des publics et de proposition de parcours interactifs
dans le musée. Et donc, la contrainte du musée de la bande dessinée, c'est surtout les conditions de conservation des planches de BD. Donc, pour 3 mois d'exposition, il faut 3 ans de conservation pour que la planche puisse être gardée. Donc, effectivement, numériser et donner à voir via des dispositifs numériques, c'est aussi une réflexion que le musée a mis en place, justement, et la Cité de la bande dessinée au Singe-Lage qui nous a rejoint sur ce projet, parce que tout simplement, voilà, ça permet justement de donner à voir plusieurs planches de BD qui, des fois, on ne peut pas exposer pour les conditions que je viens d'évoquer. Donc, voilà. Camille, peut-être que je voulais ajouter peut-être des conseils que vous avez lorsque vous travaillez avec des expositions, des musées, des établissements, des médiathèques sur des œuvres à mettre en valeur plus que d'autres en fonction des publics peut-être qui sont visés, des démarches de ce type. Oui, je dirais que nous concernant, mais bon, ça paraît un peu logique et évident, c'est il faut présenter des œuvres qui sont en relation avec le lieu cohérente avec le lieu dans lequel on est. Donc si on est, par exemple, je pense à VR2Go qu'on a mis en place là pendant le confinement avec le 104 à Paris. Je crois que Marialia est par ici. On a réfléchi à une programmation qui soit en relation avec ce que peut faire le 104 en tant qu'institution culturelle. On a de la chance parce que le 104 fait beaucoup de choses en tant qu'institution culturelle, donc ça nous permettait d'avoir une diversité de programmes. Mais du coup, maintenant j'ai des mots un peu savants. Ça fait partie de la préconfiguration en fait de ce que le spectateur peut attendre, et c'est important de se trouver dans cette situation-là. Déjà qu'avec un matériel et des technologies, on est un tout petit peu, alors pas dans le cadre du 104, mais on peut être un peu disruptif par rapport à ce que peut proposer une institution culturelle traditionnelle. Il faut au moins se raccrocher à quelque chose que le spectateur peut se relationner, je ne sais pas si ça existe comme mot, mais en tout cas peut rentrer en rapport avec de façon un petit peu plus facilitée, quoi. Voilà, c'est ça que je dirais. Merci beaucoup. Alors c'est marrant parce que je retrouve quand même dans vos interventions, dans vos réponses, le lien entre l'œuvre finalement et le lieu. Alors à la fois le lieu qui n'est pas forcément, parce que je pense notamment à la Joconde qu'on ne déplace pas. Et donc, si effectivement on veut montrer à Marseille la Joconde, il faut la montrer de manière numérisée. Si on veut montrer ces planches de BD extrêmement fragiles, il faut les numériser parce qu'on ne peut pas indéfiniment les montrer. Et ça, il y a énormément d'œuvres qui sont dans des réserves qu'on ne montre qu'une fois tous les 10 ans et après qu'on remet très soigneusement. Voilà, et c'est incroyable de visiter des réserves, chose qu'on ne peut jamais faire quand on a un public lambda. Comment vous pensez que ces publics qui n'ont pas accès à ces réserves peuvent s'approprier? Est-ce qu'il y a des éléments de design de ces expériences je sais que Roy parlait de l'importance de l'engagement des publics sur ces contenus. Comment on crée cet engagement? Est-ce qu'il y a des dispositifs spécifiques à mettre en place pour que ces publics ont beaucoup d'attentes envers parfois des outils numériques qui, bien souvent, ne marchent pas, marchent mal, bug, etc. Comment on leur offre des choses qui fonctionnent le mieux possible, qui créent le moins de travail possible pour les médiateurs, enfin des choses qui sont gérables pour des médiateurs pour créer une expérience la plus positive possible. Oui, non, mais c'est des questions, ce sont des questions, hein. Je n'ai pas forcément des réponses. Je pense qu'il faudra qu'on est dans la configuration, il faudra avoir, tout d'abord penser bien évidemment au public. Je dis au public, pas simplement à qui on atteint. Il y a des questions aussi dans les conditions dans lesquelles on se trouve, tu vois, où on est. Combien de gens, c'est pas du tout le même dispositif qu'on pourrait imaginer si on s'adresse à des petits groupes ou à des personnes, ou si on est dans un lieu qui devrait accueillir beaucoup de monde. Enfin, c'est complètement un autre type derrière, donc des réflexions. En tout cas, en effet, il faudra que que ça marche.
je pense que ça marche de mieux en mieux. Hein. Enfin, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression qu'avec les évolutions et aujourd'hui la robustesse et l'industrialisation de tous ces domaines, le numérique aujourd'hui, ça marche. Hein. Parfois ça bague, mais parfois on a aussi des pannes d'électricité ou d'autres choses. Donc, après, le design de cette interaction, de l'engagement, alors là, encore une fois, la question est très très ouverte. Enfin, aujourd'hui encore, il y a de plus en plus des études, d'expériences. On connaît mieux quels sont les designs d'engagement des publics, comment faire le UX, que ce soit plus ergonomique. On apprend, n'est-ce pas, des versions en version. Hein, enfin, même dans ces sujets-là, on arrive à des paliers où il y a aujourd'hui une accumulation de connaissances qui fait que c'est plus facile qu'il y a quelques années. Après, ça reste comme je disais, chaque production, chaque projet est un prototype. Chaque fois, c'est pas qu'on invente la roue chaque fois, mais on adresse un sujet chaque fois de manière nouvelle. Et donc, du coup, on se pose ces questions chaque fois. Et on essaye chaque fois aussi de contribuer un peu pour faire avancer les choses. Donc, du coup, on prend des risques, on teste. Donc, je n'ai pas de réponse définitive au-delà de ça. Oui. Allez-y. Oui, non, je voulais poser une question parce que à la fois on a cette richesse d'expérience qui est partagée là, et on voit qu'il y a des institutions qui vont plus vite que d'autres, et même une institution qu'on ne connaît pas qui prend les devants, le musée du papier, oui. Qui est en fait plus numérique que beaucoup d'autres. Est-ce qu'on peut avoir accès en ligne, par exemple, à ces... Pour l'instant, non, mais nous, on a numérisé, on a créé des archives numériques, des prototypes, des modélisateurs, en fait, des expérimentations en VR, mais voilà, l'idée, c'est qu'on puisse, l'enjeu, c'est qu'on puisse reconduire notre projet de manière à aller plus loin dans la démarche qu'on a déjà engagée avec ce musée. Mais c'est sûr que les projets de recherche prennent du temps parce que la démarche n'est pas la même. Nous, on n'est pas une société de prestation de services, nous, on est chercheurs, donc on a d'un côté le questionnement scientifique, voilà, et après on a aussi le temps de la recherche qui n'est pas du tout celui d'une entreprise, etc. Mais l'idée justement c'est que dans un futur proche ça puisse se faire. Je vais faire un peu de la science-fiction, mais est-ce qu'avec un casque de VR pour aller voir ces expos un jour? Parce qu'on sent bien que c'est... Enfin, tout à l'heure, je parlais de convergence. On voit bien qu'il y a des expériences très profondes. Et est-ce qu'on peut imaginer d'un jour pousser ce genre de choses aussi dans l'espace virtuel? Peut-être que oui, après il faut qu'on retravaille la question et puis voilà. Mais est-ce que ça fait partie par exemple du grand palais immersif, Rory? Je dirais tout est possible. Après, le musée du papier à Angoulême, j'ai eu la chance de le visiter. D'accord. Donc, oui, je garde un souvenir vif de cette visite. Oui, je pense qu'à un moment donné, il faudra multiplier les accès et la disponibilité des patrimoines et des créations. Je pense que néanmoins, en parallèle à ça, il faudra donner de plus en plus des outils, je dirais, éditoriaux, qui permettent donner l'accès ou de proposer les choses, que ce soit en ligne ou même in situ. C'est un requis, c'est la base, mais dans un monde dans lequel on vit, où on a une sorte de hyperbole des offres, on est dans de plus en plus, et ce sera encore plus, voilà, métaverse, du coup, la multiplicité des possibilités est énorme. Comment le trop ne devient pas
finalement appauvrit l'expérience parce qu'il y en a trop justement. Et donc le vrai travail, me semble de plus en plus, c'est celle de l'éditorialisation au sens large du terme. Comment on guide certains types donc, de publics, enfin, pour qu'ils trouvent le musée Papier d'Angoulême, c'est passionnant. Mais il faudra connaître. Hein. Et comment faire connaître, comment je pense que les enjeux vont devenir de plus en plus là-dessus. Je crois qu'on a une autre question dans la salle. Bonjour, merci à tous pour vos présentations. Moi, j'avais une petite question concernant revenir un peu sur le besoin du public. Et c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'offres, de ce que vous pouvez proposer. Mais moi, je voulais savoir comment vous envisagez un peu le rôle du public dans la conception en fait, de vos projets de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Parce que c'est vrai que là, pour l'instant, de ce que j'ai compris, vous avez plus un retour sur l'expérience et donc a posteriori. Et moi, je voulais savoir comment vous envisagez le rôle du public en amont. Oui. Alors, la co-création en France, je pense qu'on a un peu de progrès à faire. Hein. Autant, je pense que, du côté des professionnels, il y a une vraie, il y a des dispositifs qui existent, comme, par exemple comme Muséomix, où justement on essaye de mettre ensemble des pratiques professionnelles pour justement proposer des dispositifs numériques ou autres qui soient vraiment, qui plaisent ou qui soient vraiment cohérents. Après, la co-création avec les publics, c'est une question vraiment qui nous préoccupe et je pense qu'il faudra vraiment creuser davantage. Alors là, nous, sur les projets qu'on avait menés, on n'a pas travaillé sur cette question-là. En revanche, on a mené des études d'usage, mais avant la mise en place de certains outils technologiques de médiation dans le musée, comme je reviens à mon musée du papier, je suis désolée. Par exemple, là c'est l'exemple d'une application mobile interconnectée qui correspond à mon modèle épistémologique que j'ai évoqué tout à l'heure sur les médiations conjointes. Et donc ça, c'est une application mobile qui existe actuellement au musée du papier et qui permet à un enfant et aux parents de visiter de manière interactive le musée. Donc on a 2 tablettes, mais les 2 n'ont pas du tout le même contenu. L'idée, c'est que le parent, justement avec le contenu qu'il a sur la tablette, aide l'enfant, justement, c'est une sorte de jeu de type chasse au trésor, questions-réponses, etc. Mais les contenus sont différents, justement, pour rentrer dans ce modèle épistémique que j'ai évoqué tout à l'heure, des médiations conjointes. Et donc, notre question aussi, c'était avant de mettre en place cette application, le parent et l'enfant, ils n'ont pas du tout participé à la création de cette appli au contenu en lui-même. En revanche, les tests d'usage que nous avons faits avant la mise en place de cette application dans le musée nous ont permis justement de corriger un certain nombre de problématiques techniques, mais aussi d'écarter en fait certaines parties du dispositif ou du parcours qui soit nous plaisaient pas à l'enfant, soit on a compris que c'était trop difficile à y répondre par rapport à son âge. Donc on a pris en compte ces attentes par ce prisme-là et via justement une triangulation méthodologique, on a fait à la fois ce qui nous intéressait, c'est aussi une question de recherche qui était celle de la performativité de l'expérience et étudier l'émotion dans une étude de réception de l'exposition. Et donc, ce qui nous a intéressé, c'est à la fois de comprendre l'état émotionnel de l'enfant au début de la visite, après la visite. Nous avons fait de l'observation non participante, c'est-à-dire qu'on les a suivis dans le musée pour voir au regard de la spatialisation, du langage non verbal, avec une grille d'évaluation qu'on a pré-testée avant, voir s'il y a des choses qui ressortent par rapport à cette application. Et nous avons aussi interrogé les parents d'un côté, les enfants de l'autre, et on a demandé à l'enfant justement de dessiner son expérience de visite. C'est ce qu'on appelle la résurgence graphique. Et donc ça, c'est une méthode qui a déjà été testée par Fanny Bouchny dans sa thèse, qui a plutôt bien marché. Et donc ce qui nous intéresse, c'est de voir le souvenir de l'expérience. S'il y a un moment agréable de cette visite, forcément l'enfant il va le ressortir par le dessin. Et donc
via cette étude, cette triangulation méthodologique, cette étude croisée, on a pu apprendre un certain nombre de choses, mais on a pu aussi apporter des corrections vraiment sur le contenu de cette visite grâce justement à cette enquête qui a fait l'objet aussi d'un papier scientifique par la suite. Oui, sur la co-création, pour revenir à votre question, je pense qu'il y a quand même des progrès à faire, même en termes de réflexion épistémologique avant et méthodologique. Donc, voilà. La co-création, je dirais, nous, en tant qu'établissement public, on a beaucoup de différents types des offres et des activités. On a des ateliers dans lesquels il y a des travail avec les différents types de populations, qui sont des ateliers qui sont dans le mur et ateliers hors le mur. Donc ces ateliers-là, parfois c'est des ateliers créatifs et qui pourraient donner lieu à des expositions ou des éditions d'ailleurs de ce qui était créé. Donc quand on est dans les... Et donc, je dirais, il y a cette démarche sous cette forme-là, plutôt pour un engagement, encore une fois, de public, et quand on fait donc des ateliers, des créations, des actions, on est dans un cadre, je dirais, certains, ce sont des classes, ce sont un nombre restreint de personnes. D'ici, aller à l'autre extrémité de la co-création, qui sont ce qu'on trouve sur les différentes plateformes des user-generated content et la manière dont des institutions culturelles agissent et créent là-dessus. Aussi, je pense qu'il y en a déjà pas mal d'expérimentations, des choses qui a été faites. Que ce soit donc des types justement des appels à la création, des challenges, peu importe après la modalité. Donc je pense que ça, c'est des choses qui sont faites. Après, pour répondre, nous, nos démarches sur ce qu'on peut appeler la programmation principale, c'est que je viens d'évoquer, on n'est pas dans une démarche de co-création, là, du coup, on est dans une démarche de création, on fait appel à des artistes, à des concepteurs qui pensent, et derrière, on l'analyse. Donc, il y a une question d'échelle et question, je dirais, des lieux pour ça. Donc, la co-création, oui. Après, quelle échelle, quel lieu qui est approprié, bien sûr. Ouais, nous concernant, on est en train d'équiper justement là, un lieu au Luxembourg qui est un lieu de co-création avec des outils numériques notamment, mais où l'idée finalement est qui ouvrira donc en novembre, l'idée c'est de faire dialoguer à la fois des différentes générations, de faire ressurgir l'héritage de la ville dans laquelle on s'installe qui s'appelle Rumelange, qui a un héritage minier assez fort, et de faire dialoguer à la fois donc la technologie avec l'analogue, l'analogie, et de faire en sorte que ces deux mondes se croisent et s'enrichissent. Maintenant, pour répondre à la question sur quelle est vraiment l'attente du public là-dessus, je pense qu'il faut quand même être un peu... alors c'est parfois difficile et douloureux de se dire ça, mais on est malgré tout effectivement dans une offre, on crée le besoin, il y a aussi un petit peu de ça, parce que je ne suis pas sûre que la société irait beaucoup plus mal si on n'avait pas de masque VR, mais bon, nous on est dans la technologie, c'est l'outil avec lequel on travaille, on espère faire avancer un petit peu le schmilblick et pouvoir à nouveau produire, raconter, rendre tangible des discours et des émotions qui nous semblent aller dans le bon sens. Malgré tout, on utilise quand même des appareils qui sont très peu écologiques, avec une infrastructure qui est très peu écologique. Est-ce que cela va nous permettre un jour ou l'autre d'éteindre ou en tout cas d'amenuiser d'autres pratiques très peu écologiques et donc d'avoir une espèce de remplacement? Espérons-le. Ce que l'histoire a montré jusqu'à maintenant, c'est que c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne malheureusement. Et je voudrais simplement rebondir sur ce que tu disais par rapport à cette question de co-création. Je pense qu'il faudra un peu démystifier cette notion de co-création, parce que quand on fait des études, on voit c'est qui sont co-créateurs, quand on fait des muséomiques ou des choses comme ça.
on est dans un environnement très, je dirais, très lié déjà à des pratiques et des personnes qui font partie de l'écosystème. Ils travaillent déjà ensemble. Exactement. Oui, et donc, quand on adresse le grand public, la démarche de co-création, il n'est pas du tout, je dirais, une vraie pratique ou un vrai besoin. Et d'ailleurs, on le voit dans nos études, et je partage encore avec vous. Il est beaucoup plus simple quand on fait de l'immersion d'être dans une position passive qu'être dans une position interactive. Hein? Et donc, dès qu'on n'est même pas allé pour la co-création, mais dès qu'on met des choses qui nécessitent de l'interaction, tout de suite, on demande au public quelque chose de supplémentaire. Et la plupart statistiquement, et après, c'est une question donc des pratiques, mais aussi des lieux. Hein. Enfin, je dirais, hein, la position passive de visiteurs est beaucoup plus dominante. Pas pour... Vous pensez qu'il est possible aujourd'hui d'utiliser les moyens de faire sortir des œuvres des musées pour les rendre accessibles au plus grand nombre, en réalité augmentée notamment, parce que les gens n'ont pas forcément un casque à disposition, mais plutôt un téléphone mobile, et qu'aujourd'hui on n'a plus besoin d'avoir d'application pour faire des expériences de réalité augmentée qui soient immersives, interactives, voire sociales. Un simple QR code le permet, et donc faire sortir l'œuvre du musée pour le rendre accessible, voire géolocalisé dans la ville ou dans l'espace, est tout à fait quelque chose de disponible. Et ça pourrait permettre de rendre cela accessible au plus grand nombre pour ensuite aller au musée pour les voir de visu, de façon présentielle, en VR ou dans la vraie. Tout à fait, je partage ça. Après, c'est une question ou une question. Après, le problème de la réalité virtuelle dans la ville et de la réalité augmentée dans la ville, ça, c'est que justement qu'on ne le voit pas. Et derrière, donc, de faire le public voir un truc qui ne se voit pas, même si ça existe. Donc, l'effort de la médiation en amont pour le rendre ça visible est très importante. Elle est beaucoup, et parfois, elle est plus importante de faire ça que de faire le public amener au musée. Je dis ça encore une fois pour en fait démystifier la question de l'accessibilité. Hein. En effet, aujourd'hui, on a un truc hyper accessible, on peut l'avoir partout, etc. Par contre, que cette accessibilité soit véritablement effective, hein, on a des barrières autres à faire. D'ailleurs, ça, c'est une des raisons pour laquelle on a décidé que notre festival de réalité augmentée, on le fait dans un lieu. Il y a une attention. Enfin, le public est dans une marche intentionnelle. Il prend sa place, il a un créneau horaire, tu vois, où il dégage une démarche qui est une démarche volontaire. Parce que on a expérimenté, encore une fois, on a mis en ligne, d'ailleurs sur Instagram, de manière très rare, des chefs-d'œuvre de la sculpture en réalité augmentée. Ça existe on a mis la victoire de Saint-Montras, la Dame de Saint-Pouy, enfin, on a mis quelques chefs-d'œuvre de la sculpture et qu'on regarde les usages. Il faut investir beaucoup pour développer ces usages. Enfin, c'est pas, les gens préfèrent de voir des... Je ne sais pas, Rihanna qui est... Mais alors chacun son tour si c'est possible. C'était l'opportunité avec ça. On prendra juste après votre question, madame. Je voudrais rebondir très brièvement sur ce qui vient d'être dit, sur le côté déploiement en fait, relativement massif et accessible à tous. En fait, la question qu'on peut se poser, c'est quoi les devices qui sont nécessaires pour que finalement le zéro bug dont tu parlais soit envisageable. Et on a vu dans le champ de la muséographie le degré, augmenter en fait l'exposition physique avec quelque chose de plus dédié. Est-ce que c'est ça la suite de la mallette qui va rendre possible des interactions, j'appellerais peut-être ça le métaïque, des interactions avec l'espace physique et les autres personnes dans l'espace? Est-ce que c'est ça la prochaine étape? Ou est-ce qu'il faut attendre l'adoption massive par le public lui-même, prendre plus ou moins tout le temps de lunettes de réalité augmentée, donc une approche bring your own device? En tout cas, moi aujourd'hui je ne trouve pas du tout que tenir une tablette ou un smartphone dans la main, quand bien même on vient y superposer le virtuel au réel, est une expérience immersive. Question aussi là-dessus, pour moi ça ne se passe pas dans une zone du cerveau et ça ne crée pas du tout la même chose. Donc,
vous laisse cette patate chaude. Ouais, mais alors du coup, c'est quoi la question? La question, c'est faut-il attendre l'adoption massive de technologies massives par les individus pour que la culture puisse bénéficier et les espaces muséologiques, patrimoine, ou est-ce qu'il y aura des devices dédiés finalement et que la culture sera un lieu de B2B2C? Bah, pour le moment, c'est plutôt ça qui se passe. Après, moi, je continue avec mon histoire écologique. Hein. Je ne sais pas s'il est souhaitable que tout le monde s'équipe en masse de masques VR ou de lunettes, etc. Et je crois aussi, comme le disait Roy tout à l'heure, c'est qu'il y a un besoin d'éditorialisation, quoi. Ce que je trouve assez intéressant dans une question que tu posais, Marie, tout à l'heure, c'est que, enfin, une réflexion que tu avais, c'est sur cette appartenance au territoire. Et qu'aujourd'hui, toutes les propositions culturelles existent dans un territoire. Et même quand on est finalement dans une proposition, enfin, c'est assez rigolo finalement quand on y pense, même quand on est dans une proposition virtuelle, Internet, on a une adresse. On se rend toujours quelque part. Dans le métaverse, Alexandre en parlait tout à l'heure, le double numérique de Séoul, etc. Il y a toujours cette histoire de territoire. Quand on voit les métaverses, là, c'est toujours des maps. Sur les jeux vidéo aussi, c'est des maps. Il y a toujours cette histoire d'espace qui me semble assez intéressante et qui est finalement dont on a du mal à se départir, quoi. Et donc, bon, je sais pas très bien où est-ce que je vais avec ça, mais je trouve ça intéressant. Oui. En tout cas, non, moi je ne crois pas aujourd'hui qu'il soit ultra souhaitable que tout le monde s'équipe. Je pense qu'on a quand même besoin encore d'être accompagné, enfin que nous-mêmes, l'industrie, hein, on a besoin d'être accompagné dans les usages, d'y aller un peu piano, de façon à ne pas faire n'importe quoi, comme on est, je crois, en train de le faire un petit peu avec justement cette hype du métaverse qui recouvre des réalités qu'on a du mal à saisir pour le moment. Et donc voilà où j'en suis. Je crois qu'on avait une question. Allez-y. En fait, je voulais rebondir. C'est par rapport à. Moi depuis qu'on a commencé à faire l'université avec les musées, j'ai vraiment un questionnement sur la définition du musée aujourd'hui et de son évolution par rapport à non, mais parce que par rapport à la Joconde, là, par exemple, si l'idée, quand même, c'est d'utiliser la technologie et les nouvelles médiums pour faire découvrir au public un musée et son rôle qui est de transmettre le patrimoine, est-ce qu'une exposition comme la Joconde, par exemple, privée, est-ce que c'est le rôle du musée de faire ça? Alors, je sais que c'est un peu l'avocat du théâtre, je pousse un peu, mais je voudrais savoir parce que est-ce que la conclusion de cette expo, c'est de dire ah c'est génial, les gens sont allés au Louvre la Joconde, ou est-ce qu'on sait plus qui est Léonard de Vinci, ou est-ce qu'on s'est juste amusé à avoir une projection sur la Joconde financée par une entreprise privée? Je pense que tu poses différentes questions. Hein. Là, je pense que les gens qui ont vu l'expo, ils savent plus qui était Léonard, c'est quoi la Renaissance et pourquoi la Joconde est si présente sur Instagram. Donc, au-delà qu'ils ont passé un bon moment. D'ailleurs, c'est ça qu'ils nous disent. Hein. Donc, par rapport à ça, je pense que ça, on peut répondre à cette question. Par contre, à partir de ça, de dire est-ce que ça est un musée, est-ce que c'est le rôle de musée, tout ça, moi, je vous réfère, il y a un débat qui déchire l'ICOM, vous connaissez, l'International Commission of Museum, qui est en train de se déchirer depuis des années sur la réécriture de la charte et la définition des musées. Donc, ce n'est pas moi qui va redéfinir et dire ce qui est musée, tant que tous les fonds de ce monde, voilà. Donc, je pense que là, ils pensent, ce que j'ai cru lire, c'est que peut-être à l'Assemblée générale de l'ICOM, des mois de septembre, il pourrait dégager une nouvelle définition. Mais au-delà de ça, je ne pourrais pas répondre, donc je préfère pas. C'est de définir un musée. Je ne sais rien. Ce que je peux faire, par contre, c'est d'observer. Alors là, du coup, j'observe au-delà de faire des choses. Alors, du coup,
exposition comme Joconde, elle est coproduite avec le musée du Louvre. Donc, bon, ça veut dire ce que ça veut dire. D'accord. Donc après, je laisse à l'utilisateur de l'analyser. Oui, la question elle est forcément éthique, effectivement, sur qu'est-ce que le musée. Mais après, il faut quand même, il y a quand même un certain nombre de travaux scientifiques en France. C'est l'école d'Avignon qui est un peu précurseur là-dessus, qui explique quand même que l'institution muséale, depuis quelques années, elle a évolué et je pense qu'elle a intégré aussi le numérique. Après, le fait de prendre une société prestataire de services pour créer une exposition immersive, moi personnellement ça ne me choque pas, mais c'est le financer, ben oui, mais à un moment donné, mais là, on pose la question plus large du financement de la culture, mais on peut prendre d'autres exemples. On peut aussi se questionner sur quel est le rôle d'une institution culturelle, mais on est toujours, l'institution culturelle, effectivement, sa démarche c'est de démocratiser de la culture, de la rendre accessible, c'est le rôle même de la médiation, hein, voilà. Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'institutions culturelles qui s'inscrivent aussi dans une démarche de marketing, puisque voilà, c'est un peu l'évolution sociétale qui l'impose. Hein. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà, on peut se questionner sur pas mal de choses. Enfin, moi, j'ai travaillé avec Charles Alexandre sur la Cité du vin de Bordeaux, sur une étude de réception. On est sur une institution musée, c'est pas une institution muséale, c'est plutôt un centre d'interprétation c'est une fondation privée, mais qui quand même communique et est là pour médier sur la culture et sur un objet de médiation qui est quand même singulier, c'est le vin, et voilà. On se rend compte que c'est quand même une institution qui crée des parcours immersifs, voilà, sans objets muséaux. Et là, c'est une vraie question, pour le coup. Voilà, c'est un vrai débat et je pense qu'il y a pas mal de travaux scientifiques actuellement qui portent qui ont cette position-là éthique sur qu'est-ce que le musée et qu'est-ce que la médiation. Ouais. Il faut aussi les opposer. Et je ne pense pas, c'est vraiment les voir dans une forme de continuité, je pense. Je crois que la demoiselle devant avait levé la main. Alors, j'avais une question sur le public, parce qu'on a l'évolution des dispositifs utilisés dans les musées, et est-ce que ça entraîne l'évolution des publics qui viennent dans les musées, ou est-ce qu'on reste sur les publics qui sont déjà avertis et qui sont adeptes des musées, et est-ce que l'utilisation de dispositifs numériques permet de faire venir de nouveaux publics? Je profite de cette fois, comme ça je pars après. Et pour faire venir le public, tout d'abord, c'est l'action du sujet. C'est le premier critère qui fait amener ou qui repousse un public. Donc, une fois il y a un sujet, après, la manière dont on les présente, ces dispositifs contribuent en effet à faire évoluer la composition de ces publics. Donc, on peut répondre, je dirais, de manière qu'elle est numérique, de manière plus large. Parfois, aujourd'hui, il est difficile simplement de les scinder dans la mesure où le numérique fait partie de la société. Donc, tout est numérique. Et donc, je dirais, c'est presque une attente normale, c'est un truc de base. qu'il y a des numériques aussi qu'on fait une visite de musée, sauf si on a toute une démarche qui est faite. Alors là, du coup, c'est une démarche hyper réfléchie et hyper instruite pour ne pas les faire. Après, est-ce que ça, c'est en soi, c'est enfin, en soi, je ne vais pas répondre. Joconde, elle attire un public, donc, enfin, au-delà que c'est à Marseille, mais elle attire un public qui est plus familial et donc, du coup, statistiquement plus jeune que des publics qui visitent des musées. Mais après, enfin, peut-être pour finir là-dessus, la démarche, de toute façon, de l'expérience artistique et patrimoniale n'est pas une démarche, je dirais, des premières nécessités dans la société. Donc, d'abord, il faudra manger, il faudra s'abriter, enfin, il y a d'autres choses à faire. Donc, cette démarche-là nécessite une certaine accompagnement à l'accès. Et donc, du coup, pour conquérir des publics qui ne sont pas ces pratiques-là, il faudra déployer des efforts. Le numérique ne fait qu'une partie.
Est-ce que je peux compléter? Je te laisse compléter. Exactement. Excusez-moi. Pour ça, vous avez les études du département des études des statistiques du ministère de la Culture, sur lesquelles vous avez une magnifique étude de Anne Jonchery, qui est en plus avec de la littérature très bien sociologie des publics, sur la question des pratiques culturelles des publics en temps de confinement, avec toutes les interrogations que ça porte à la suite, toutes vos espérances, le modulo qu'on peut y apporter, parce que nous sommes un certain nombre à penser qu'effectivement, on peut s'attacher au fait que les publics ont dit qu'ils n'avaient qu'une envie, c'était de retrouver des lieux physiques et des médiateurs. Et autre chose, une grande partie des publics des visites virtuelles, 30%, sont des seniors, encore plus seniors que moi, des vrais seniors, je dirais. Voilà, donc ça, c'est vraiment des questions qu'il faut garder en tête, des chiffres, des interprétations, mais aussi des questions gagnantes sur le sujet. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans votre intervention, c'était l'affaire des médiateurs. Parce qu'avec un casque DLR, c'est déjà mieux d'avoir des médiateurs. Et quand vous disiez que le Muséomix, alors c'est moi qui vais le dire, hein, c'est aussi peut-être un entre-soi, finalement, si on regarde la façon dont se passent les Muséomix, il y a quelque part un entre-soi à la fois de gens du numérique et de gens amateurs qui fait ça. Mais qu'est-ce que ça a produit, le Muséomix? Ça a produit de la transformation dans les établissements. Et ça, je pense que c'est le vrai sujet qu'il faut aborder dans les questions des médiations numériques. C'est aussi comment, dans les établissements, on se transforme. Et peut-être que quand on est dans une toute petite institution, s'il y a une volonté politique derrière pour nous dire du papier, je ne sais pas, mais j'essaie de configurer. Voilà, il peut y avoir une volonté politique, parce qu'effectivement, c'est un problème, veut être numérique. Du coup, c'est là que la transformation, elle se passe aussi de ce côté-là. Pas qu'avec les médiateurs, mais peut-être aussi avec les agents d'accueil et de surveillance, qui vont être aussi les il y a une question politique. Et puis la question des dispositifs numériques pour les familles, c'est aussi parce que dans cette transformation de la façon dont on imagine le numérique, quand on a d'autres expertises, c'est que le numérique paraissait isolant et peut le paraître encore. Ou faire du numérique pour les familles, c'est une question, une médiation. Voilà. Moi, là, je me fais l'avocat du diable, on est bien d'accord. Sur le sujet, je me fais juste l'avocat du diable. Mais voilà, du coup, il y a les publics, il y a la création, il y a la technique, mais il y a aussi la transformation de l'organisation. Oui, complètement. Et la volonté des acteurs politiques. Des acteurs politiques aussi, et de leur transformation. Et dernier point sur franchement, les études, elles sont un outil formidable. Les publics, la plupart du temps, si on leur pose la question, dans les études sur la réception, sur la satisfaction des publics, moi j'adore le terme de Jacqueline Edelman, qui est la question de la satisfaction. C'est même plus l'émotion, c'est juste la satisfaction. Comme un bon déjeuner, c'est que finalement les publics attendent du numérique dans les établissements, mais n'utilisent pas forcément. Le lieu doit être numérique pour être moderne, mais il ne faut pas forcément l'utiliser. Je pourrais même vous donner des exemples d'endroits où les publics vont choisir le lieu. Donc voilà, on a vraiment des questions à se poser sur la transformation de la façon dont on imagine le numérique, de la part des publics, mais aussi de la part des professionnels. Alors, je suis sûre que vous avez encore plein de questions. On arrive à la fin de ce temps, de cette première table ronde. Je remercie à nouveau Roy Demoin et Camille et Christina.